Merci d'être sur la télévision. Labari pour le journal de ce jour, vendredi 9 septembre 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal avec cette brève. Les acteurs politiques sont en ce moment au niveau du palais du congrès de Niamey pour, à l'occasion donc de la réunion du Conseil national du dialogue politique CNDP qui se tient sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou. Cette réunion ne s'était pas tenue il y a plusieurs mois de cela. Aujourd'hui, tous les bords politiques sont présents à cette rencontre qui va se tenir certainement sur deux points, la situation sécuritaire et le préparatif du vote des Nigériens de la diaspora. Nous y reviendrons plus en détail avec nos reporters qui sont sur place. Après quelques semaines de repos, les étudiants ont repris le chemin des facultés. Les activités académiques donc ont officiellement démarré ce vendredi 9 septembre 2022 dans les universités publiques du Niger. Occasion pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de réaffirmer une fois de plus la volonté des autorités nigériennes de régulariser les années académiques dans les universités publiques. Je propose de suivre un extrait du ministre Mamoudou Djibouti Echti. Tout le monde peut le vérifier. L'année 2021-2022 s'est passée avec en tout cas une accalmie raisonnable. Et nous souhaitons que ce même effort soit poursuivi pour 2022-2023 dont nous venons de fixer le calendrier exact également. Un autre arrêté a été signé pour signifier la reprise à compter de demain, le 9 septembre 2022. Pour toutes les filières dont les semestres n'ont pas été achevés, on va leur donner jusqu'au 30 novembre pour achever. Les nouveaux bacheliers vont entrer le 1er octobre et l'année va continuer jusqu'au 31 juillet. Nous espérons, avec l'engagement de chacun, que le 31 juillet 2023, l'année scolaire 2022-2023 sera bouclée et qu'à partir de la rentrée 2023-2024, si Dieu nous prête vie, que les années académiques au Niger redeviennent normales. Le ministre Mamoudou Djibouti Echdi que vous retrouverez à la fin de ce journal, notamment sur la décision prise par son ministère de restructurer certaines universités publiques du Niger. Rendez-vous donc à la fin de ce journal-là. L'association alternative Espace Citoyen, en collaboration avec l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, a organisé ce vendredi 9 septembre 2022 une table ronde sur les techniques de prise de parole en public. Cette table ronde qui regroupe les jeunes acteurs politiques s'est tenue à l'hôtel Noum de Niamey. Compte rendu à Sala, Abakar Soleil. Ce débat entre les jeunes de l'école politique vise à leur apprendre les techniques de prise de parole en public. La présente table ronde rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet relever le niveau de culture politique et accroître l'engagement citoyen des jeunes au Niger. Nous avons organisé un débat entre des jeunes acteurs politiques issus de plusieurs formations politiques, notamment il y a ceux qui sont venus de la majorité, il y a ceux qui sont venus de l'opposition, mais il y a aussi d'autres qui ne sont ni de la majorité ni de l'opposition. Donc l'objectif de cette formation, c'est qu'après avoir fait 2 semaines de formation qui ont porté sur plusieurs thématiques, notamment sur la question de la démocratie, sur la question de la décentralisation, les droits humains, sur la question budgétaire. Donc nous nous sommes dit qu'en tant que jeunes acteurs politiques, ils sont appelés vraiment à être en face du public. Et ce débat, c'est une initiation des jeunes politiques aux techniques de prise de parole devant le public. Donc nous les avons invités vraiment, vous avez vu, plusieurs questions ont été abordées. La question de la démocratie, la question de la participation politique des jeunes, la question sécuritaire qui guette les pays du Sahel, mais aussi d'autres sujets d'intérêt national. Cette table ronde qui se tient chaque premier vendredi du mois est organisée par Alternative Espace Citoyen avec l'appui de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Ils sont 30 jeunes acteurs politiques à participer à ce débat.
c'est une initiative vraiment de l'association en appui avec l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. C'est vraiment un projet dans lequel notre objectif c'est de relever un peu le niveau de culture politique des jeunes, mais accroître leur engagement citoyen. Donc c'est un projet qui a démarré depuis 2021. Donc là, nous sommes dans la deuxième phase de la mise en œuvre de ce projet et qui va concerner la formation de 60 jeunes acteurs politiques. Donc là, nous venons de former la première cohorte de 30 personnes. Il y aura une deuxième vague de 30 autres qui seront formés, mais également il y a une première vague de 16 jeunes qui sont des acteurs politiques et des mouvements de jeunes qui seront formés, puis ça suivra également 16 autres jeunes. Au total, on aura formé dans cette année, au courant de cette année 2022, quelques 60 jeunes acteurs politiques, plus 32 jeunes ici des organisations de la société civile et des organisations de la jeunesse. Ces jeunes issus des différents partis politiques seront outillés sur plusieurs sujets. En mai dernier, le ministère de la Santé publique avait annoncé que désormais le traitement du paludisme est gratuit, quelle que soit sa forme et l'âge du patient. Environ 4 mois après cette annonce, beaucoup de malades se plaignent de la non-effectivité de cette gratuité. Le syndicat des pharmaciens, médecins, chirurgiens, dentistes Saint-Famet confirme les faits. Reportage. C'était à travers cette correspondance en date du 25 mai 2022 que le ministère de la Santé publique l'avait annoncé. Désormais, la prise en charge du paludisme simple ou grave est gratuite au Niger et à toutes les personnes sans distinction d'âge. Les produits sont disponibles pour assurer cette prise en charge. Toutes les dispositions sont prises, les produits sont disponibles pour assurer cette prise en charge. Il y a une très bonne disponibilité de ces médicaments au niveau des formations sanitaires. Cependant, près de 4 mois après cette annonce, dans la pratique, la réalité est toute autre. Les malades du paludisme ne bénéficient pas du tout de cette gratuité, comme le confirme le syndicat des pharmaciens, médecins, dentistes Saint-Famet. La gratuité, dans l'esprit du commun de tout le monde, on pense que dès que tu as le palu, quand tu viens dans le centre, on te sert les produits, on te traite gratuitement. Dans l'esprit, c'est ça. Mais au fond, beaucoup restent à désirer parce que ces produits se font rares au niveau des centres de santé. Rien que récemment, à Niamey même, vous avez suivi probablement avec nous la sortie du ministre de la Santé au niveau du centre de prise en charge de la drépanocytose, où il était question que les médecins prescrivaient l'artémisine pour la prise en charge des formes graves du paludisme. C'est normal parce que les produits ne sont pas disponibles. Dès l'annonce de la décision, nous au niveau du syndicat, on s'est concerté et vraiment on a lancé à nos collègues, à tous les praticiens médecins, que quand il y a rupture, il faut faire remonter l'information parce que si ce n'est pas ça, ça sera des grégaires entre nous et les malades qui vont venir vers nous. Ils vont dire que les médecins prescrivent alors qu'ils doivent comprendre est-ce que réellement le produit est disponible dans le centre. Parce que dans la manière de ravitailler les centres, ils ne donnent pas en fonction des besoins des commandes, mais ils donnent en fonction de leur disponibilité. Selon le Dr Him Boubacar, beaucoup de centres de santé du Niger souffrent de cette rareté de produits antipaludéens. Si je vous prends par exemple un centre qui reçoit plusieurs malades et à qui on donne quelques flacons, il faut d'abord savoir que le traitement du paludisme à base de l'artémisine, c'est notre protocole national et que dès les premiers instants que tu instaures ce traitement-là, il te faut au minimum 3 doses. 3 doses pour pouvoir arrêter peut-être les vomissements et prendre le relais. Or, on ne donne pas au centre suffisamment de produits qui vont couvrir leurs besoins dans le mois. Ce qui fait que les patients qui tardent à venir doivent se voir remettre une ordonnance parce que nous, les médecins, on ne peut pas croiser les bras parce qu'on a dit que c'est la gratuité et que le produit est indisponible et qu'on laisse les patients trépasser. Donc c'est sur ce point que je voudrais appeler l'attention d'abord de nos collègues de faire remonter les informations en cas de rupture de produits parce que c'était le cas dans la majorité des centres aujourd'hui. C'est pourquoi Dr Him Boubacar demande aux patients de ne pas pointer du doigt des agents de santé face à la non-effectivité de la prise en charge du palu. À la population de comprendre que la parole
de la politique, les déclarations est un fait et la réalité aussi est un autre. Donc sincèrement, nous, dans notre pratique, c'est le terrain qui nous guide. Quand un malade se présente à nous, bien que l'État a dit que c'est gratuit, s'il n'a pas disponibilisé le produit, on ne peut pas croiser les bras et regarder les malades mourir. D'où le réflexe du soignant de proposer une ordonnance aux parents pour acheter les produits et on sauve les malades. Il est de notre devoir, mais le gouvernement doit revoir vraiment la décision pour essayer de joindre l'acte à la parole. Tu ne peux pas dire que quelque chose est gratuit et que dans le fond, les molécules ne sont pas disponibles dans les centres. Aujourd'hui, si on fait le sondage, je suis sûr, plus de 30 ou 40% des centres sont en rupture. Et comment on va faire, le malade qui vient, qui nous trouve en rupture, comment on va faire pour le prendre en charge? De la vue de plusieurs patients dans certains centres de santé, particulièrement ici à Niamey, la gratuité de la prise en charge du paludisme n'est que de l'illusion. Clôture hier après-midi de la conférence régionale sur les médias et voies de la migration en Afrique de l'Ouest et du Central. Les travaux de cette conférence ont duré 3 jours au terme desquels plusieurs recommandations ont été formulées. Assama Ousseydou et Nasser Seydou pour des précisions. Au terme de ces travaux qui ont duré 3 jours portant sur les médias et voies de la migration, plusieurs recommandations ont été formulées suivies de motions de remerciement par les participants. Cette rencontre a été une réussite pour l'ensemble des participants venus des 8 pays d'Afrique. Au gouvernement, adopter notamment la loi sur l'accès à l'information en conformité avec la loi type de l'Union africaine et les standards internationaux et assurer leur application effective pour garantir le droit à l'information. Renforcer les dispositifs et mécanismes de protection des journalistes, notamment en rapport avec la production des contenus relatifs à la migration. Promouvoir des politiques et mécanismes favorables au journalisme, à la diversité et à la viabilité économique des médias, aux organisations et professionnels des médias. Améliorer le traitement des contenus relatifs à la migration, notamment à travers la réduction des biais liés à la migration irrégulière, de la diversification des narratifs et des voix, la déconstruction des stéréotypes et préjugés, et le respect des droits et la dignité des personnes migrantes aux partenaires au développement. Soutenir le renforcement des capacités des professionnels des médias, notamment des radios communautaires, pour produire des contenus de qualité en langue nationale ou locale relatifs à la migration. Le directeur régional de l'UNESCO a tout d'abord tenu à remercier, féliciter et encourager l'ensemble des participants pour la qualité des travaux avant de se réjouir de la qualité des recommandations. Je veux exprimer mon appréciation très positive des discussions et des conclusions de cette conférence régionale. Veuillez, chers experts et panélistes et tous les autres participants, trouver ici l'expression de nos félicitations. Cette conférence régionale a eu le mérite d'avoir plusieurs résultats majeurs, en tête desquels une importante déclaration dite déclaration de Niamey sur les médias et les voies de la migration. Ce document, adopté lors du panel ministériel de la conférence régionale, invite notamment au respect de la dignité humaine, à la prise en compte de la diversité des expériences et facettes de la migration, à l'inclusion et à la promotion de la cohabitation pacifique dans les contenus éditoriaux relatifs à la migration. Pour la ministre de la Communication de Guinée, ces travaux ont été d'une importance capitale. C'est pourquoi elle s'engage à mettre en œuvre les recommandations qui ont été formulées au cours de ces assises. Les pertinentes conclusions et recommandations auxquelles vous êtes parvenus montrent
toute la qualité du travail abattu tout au long de cette rencontre. Évoquant les recommandations, nous pouvons vous assurer sans risque de nous tromper que nous, gouvernements respectifs, ne ménagerons aucun effort en vue de leur mise en œuvre intégrale. D'ores et déjà, la République de Guinée, sous le magistère du président de la transition, chef suprême des armées, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, a initié et renforcé d'importants projets d'autonomisation des jeunes et des femmes. Il s'agit notamment du Fonds d'assistance aux Guinéens de retour au pays, du Fonds national d'insertion des jeunes, de l'emploi massif des jeunes à des hautes fonctions dans l'appareil d'État, dont je suis une preuve vivante. Le projet de création d'une nouvelle télévision thématique sur l'entrepreneuriat jeune et l'éducation illustre fort bien l'engagement et la détermination des nouvelles autorités à intégrer la dimension jeune dans les projets de développement. À noter qu'au cours de cette cérémonie de clôture, les membres du comité scientifique ont été présentés à l'assistance. Une photo de famille a sanctionné la cérémonie. Je l'ai annoncé au début de ce journal, elle s'est enfin réunie au complet après plusieurs mois de léthargie. C'est la réunion du Conseil national de dialogue politique CNDP. Tous les bords politiques prennent part à cette rencontre présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou. La situation sécuritaire et le vote des Nigériens de la diaspora sont entre autres points à l'ordre du jour de cette réunion qui se tient en ce moment. Précision avec nos reporters Ibrahim Boubacar et Sadoumi. La question de l'insécurité et le vote des Nigériens de la diaspora, telles sont les deux questions qui ont motivé la réunion du Conseil national de dialogue politique CNDP après plusieurs années de non-convocation. Occasion pour le Premier ministre, chef du gouvernement et président de la dite instance de rappeler les objectifs du dit cadre et les intérêts d'une telle retrouvaille. La consolidation des institutions démocratiques et républicaines est une des grandes priorités de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum. Il l'a exprimé dans le programme de Renaissance Acte 3, dans l'un de ses objectifs de bonne gouvernance, à savoir celui d'améliorer le cadre de dialogue politique et ses mécanismes de fonctionnement en vue d'une meilleure performance et d'instaurer un dialogue inclusif et dynamique sur le renforcement du système électoral conformément à l'évolution des attentes des citoyens. Fin de citation. Dans le souci d'assurer une bonne gouvernance et la consolidation des institutions démocratiques et républicaines, nous nous sommes engagés à créer un climat serein dans les rapports entre la société civile et le pouvoir grâce au dialogue, d'améliorer l'efficacité du cadre de dialogue politique et l'effectivité de la mise en œuvre des dispositions de la charte des partis politiques. S'adressant au nom de l'opposition politique nigérienne, le secrétaire général du parti Lumana n'a pas manqué de faire remarquer la nécessité de cette rencontre. C'est une satisfaction pour l'opposition aujourd'hui de voir la classe politique réunie dans son ensemble. L'opposition aurait aimé que cela soit fait un peu plus tôt. L'opposition l'avait souhaité lorsque notre pays avait besoin d'une grande mobilisation pour faire face au Covid. L'opposition l'avait souhaité que l'ensemble des acteurs socio-économiques et sociaux nigériens soient associés dès 2016 à l'effort de mobilisation citoyenne pour barrer la route à l'insécurité rampante. Nous l'avions souhaité tout aussi pour que nous puissions ensemble débattre de la situation socio-économique nationale. Tout comme nous l'avons souhaité lorsque, plus récemment, des décisions gouvernementales ont été prises avec des effets sur la cherté de la vie et le pouvoir d'achat de nos concitoyens, notamment consécutive à l'augmentation du prix du gasoil. Beaucoup de questions nous interpellent et nécessitent la reprise du dialogue politique.
a rappelé qu'ils étaient tous présents, les acteurs de partis politiques légalement reconnus à travers cette session dite ordinaire de ces cadres qui a pour fondement prévenir les conflits politiques. Merci Ibrahim Boubacar. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à travers un arrêté en date du 7 septembre 2022, a pris la décision de restructurer certaines universités publiques du Niger. Dans une interview accordée à la télévision Labari, le ministre Mamoudou Djoubopi Echdi a expliqué les raisons de cette réorganisation. C'est la partie magazine de cette édition. Très bonne réception. Le Niger a depuis 2014 8 universités publiques, universités dans chaque région. Et on a constaté que théoriquement, dans l'ensemble de ces universités, on retrouve à peu près les mêmes choses. Chacune a l'allure d'un géant en devenir, sur des mêmes offres, et pour des ressources extrêmement limitées et un personnel enseignant-chercheur tout aussi limité. Il a été question de revoir la situation, étant entendu qu'un campus universitaire peut couvrir un rayon de 100 à 200 km et de voir si certaines universités sont vraiment pertinentes. Alors, le gouvernement a réfléchi et nous avons estimé que ce serait un recul politique que de fermer une université qui a déjà été créée avec tout ce qui a été fait comme investissement et avec tous les espoirs donnés. Donc, il s'agissait de revoir, de voir avec les responsables de ces universités quelle était la meilleure formule. Alors, il faudra rappeler qu'au moment où les universités ont été créées, surtout les universités de dernière génération, Dosso, Tilibiri, Agadez et Difa, l'État leur a assigné des champs thématiques. Tilibiri devait faire l'agroalimentaire, Dosso devait se spécialiser en économie numérique, Difa en environnement écologique, Agadez en énergie fossile, énergie renouvelable. Malheureusement, dans la plupart de ces universités, on a créé également des facultés d'agronomie, des facultés de sciences et techniques, et ça devenait lourd pour l'État. Donc, j'ai réuni le 1er octobre 2021 la CRUPEN, la conférence des recteurs des universités publiques, et je les ai invités à réfléchir sur la meilleure manière de sauver les universités publiques. Et les recteurs, à l'issue de leur réunion tenue ici au ministère, ont sorti une proposition qui visait, au niveau d'Agadez, à maintenir l'UIT, à transférer la faculté des sciences et techniques, qui sera transférée à l'université de Zender. À l'université de Difa, maintenir l'UIT, transférer la faculté d'agronomie à l'université d'Andikodankolodo de Maradi. L'université de Dosso, conserver l'UIT et transférer la fac des sciences et techniques à l'université Abdou Moumouni de Niamey. L'université de Maradi, maintenir toutes les filières sauf la filière de pharmacie qui sera transférée à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Peut-être que dans le cas de l'université d'Andikodankolodo de Maradi, il faut préciser que la faculté, le département de... Bon, il y a une faculté de médecine et de pharmacie. Le département de pharmacie n'a qu'un enseignant-chercheur et demi. Puisque le deuxième, c'est un militaire, ce n'est pas un permanent. Donc il n'y a qu'un enseignant. Même la faculté, le département de pharmacie de l'université Abdou Moumouni, qui est la plus ancienne, il n'y a pas plus de 10 enseignants. Or, avec un seul enseignant maintenir un département à Maradi, sans aucun laboratoire, sans aucune possibilité de manipulation, il a fallu cette année, avec le nouveau recteur, que les gens soient envoyés au Nigeria pour découvrir la première fois un laboratoire. Ils ont été à Zaria, mais là aussi, il y a la barrière de la langue. Donc, on a estimé qu'il vaut mieux
ramener la pharmacie à Niamey pour développer cela. Et la réunion des recteurs a retenu que l'UIT de Maradi, sur la base de l'existant, parce qu'en plus de l'UIT, il y a le lycée technique, devait être transformé en école supérieure polytechnique. La seule qui va exister pour l'instant. À l'université Abdou-Moumouni de Niamey, rien ne change. À l'université de Tawa, rien ne change. Plutôt, l'université de Tawa devait accueillir d'autres choses. Et à l'université Boubacar de Tilberi, c'est la fac d'agronomie qui devait être transférée à la fac, à l'université Abdou-Moumouni de Niamey. Alors, dans le même sens, le président de la République a estimé qu'il faut développer certaines filières qui n'existent pas. Par exemple, on ambitionne cette année d'ouvrir la formation des dentistes à la faculté des sciences de la santé de l'université de Niamey. D'ouvrir également à la faculté d'agronomie qui sera transformée en faculté des sciences agronomiques et vétérinaires, d'ouvrir une filière vétérinaire. Donc voilà en fait la restructuration. Au lieu de fermer, non, on a ramené chaque université à sa vocation initiale pour que chacune développe des compétences spécifiques et que chaque région du Niger puisse constituer un pôle scientifique, un pôle intellectuel et scientifique de référence qui pourra attirer la sous-région. Je vous donne un seul exemple. L'université de Difa, sur la thématique de l'environnement et de l'écologie, a déjà réussi à créer une école doctorale avec l'université du Tchad, l'université de N'Djamena plutôt. Et cette école doctorale entre les deux universités a été tellement appréciée que pratiquement 10 universités du Nigeria y ont adhéré, plus l'université de Maroua au Cameroun. L'école doctorale autour des questions environnementales du lac Tchad, la survie du lac Tchad, comment assurer la recherche en matière d'environnement, en matière de sécurité, en matière de paix. Alors, c'est pour vous dire que la spécialisation peut être un facteur de dynamisme. Et on a dit que à partir de cette année, de la rentrée 2022, ces universités, pour les filières qui vont être transférées, ne doivent plus recruter en première année. Mais on laissera ceux qui sont dans le cycle de licence, jusqu'à ceux qui terminent le cycle de licence dans leur université ou dans le cycle de master qu'ils ont commencé dans leur université. Donc, ça va s'éteindre progressivement dans 2 ans à peu près. Maintenant, les enseignants-chercheurs qui sont de ces facultés ou de ces filières, de ces départements qui ont été transférés, ils ont jusqu'à 2 ans ou 3 pour se positionner, choisir l'université dans laquelle ils veulent servir. Évidemment, dans le processus de recrutement en cours, ces universités doivent tenir compte également de cette restructuration pour ne pas recruter du personnel qui n'auront pas, du personnel enseignant-chercheur qui n'auront pas utilisé. Voilà la réforme. Ça soulève, semble-t-il, des vagues, alors qu'en réalité, on veut juste repréciser les choses pour développer des aptitudes d'excellence. Ce projet, tel qu'il a été publié, a été convenu entre les recteurs. Et je ne vois pas qui peut parler mieux au nom de ces universités publiques que le recteur. C'est au cours d'une réunion le 1er octobre 2021, ici à la salle 200. Et n'oublions pas que l'université a aussi une fonction de brassage national. Pourquoi maintenir les gens dans un village, dans une ville, tout simplement parce qu'ils sont originaires de cette ville? Ils peuvent aller dans d'autres régions du Niger pour prendre leur formation. Et nous visons également à harmoniser les programmes. Aujourd'hui, par exemple, l'université de Maradi a une faculté de médecine. L'université de Zender a une faculté de médecine. L'université de Niamey a une faculté de médecine. Mais jusqu'à cette année, jusqu'à l'année passée plutôt, il était impossible de transférer un étudiant en médecine de Zender à Niamey ou de Maradi à Zender. Comme si la médecine
de Maradi devait être différente de celle de Zender. Donc il y a un effort d'harmonisation à faire et nous sommes là-dessus. Deuxièmement, il faut être réaliste. Aujourd'hui, les étudiants de 7e année jusqu'en 7e année de médecine à Maradi et à Zender n'ont jamais vu de laboratoire. À quoi ça sert de former des médecins qui n'ont pas pu faire de la manipulation? C'est des questions pratiques qu'on ne peut pas venir exposer dans la rue, parce que tout simplement, compte tenu du niveau de technicité et compte tenu des enjeux, il faut les régler entre spécialistes. Il faut dire que depuis plusieurs années, on nous a imposé une guerre injuste. Le Niger est en guerre. Et quand il y a la guerre, c'est la sécurité qui est prioritaire. Et la sécurité, elle dévore les ressources. Et les ressources, pour la sécurité, ne peuvent pas attendre. Mais malgré tout cela, le budget 2022 du ministère de l'Enseignement supérieur, je crois que c'est l'un des rares budgets à avoir connu une hausse substantielle de plus de 10 milliards. Et la promesse nous a été faite que cette année encore, cet effort sera maintenu. Et c'est également au profit du ministère de l'Enseignement supérieur que le chef de l'État a décidé son programme de construction des amphithéâtres. Et les tentes marocaines étaient juste un palliatif en attendant la construction des amphithéâtres. Un projet globalement pour l'ensemble du Niger qui devait aller jusqu'à 110 milliards, mais pour l'instant, on va commencer à Niamey et le président de la République tient à maintenir ce programme pour doter les universités de capacité d'accueil. Je rappelle que j'ai demandé au chef de l'État, pour assurer la normalisation de l'année, 3 conditions. La première, c'était d'abord de disposer d'assez d'enseignants. Il a demandé les besoins. À l'horizon 2023, nous avons exprimé des besoins de 300 enseignants, chercheurs. Mais dans l'immédiat, les recteurs ont manifesté des besoins de 171 enseignants-chercheurs. Le président a dit qu'il faut les recruter. Et dans le budget 2022, les postes budgétaires ont été prévus. Malheureusement, certaines universités ont des problèmes de recrutement parce que souvent les spécialités n'existent pas. Mais ça nous a quand même permis de découvrir qu'il y a près de 600 docteurs d'université en chômage. Parce que nous avons recensé 590 dossiers de candidature à la date limite qu'on a donnée. Et un mois après la date limite, on a reçu près de 42 nouveaux dossiers. Ce qui fait pratiquement 632 docteurs candidats. Donc, nous avons le potentiel qui est là. Le président de la République a dit, pour la deuxième condition, c'est les infrastructures. Ok, je vous fais un programme spécial. Et c'est ça qui devait permettre de construire des amphithéâtres, aussi bien à Niamey. À Niamey, il était prévu 2 amphis de 2000 places, plus un amphi de 1000 places, plus 2 salles de 500 places, plus 2 fois 2 salles de 250 places, plus un restaurant universel de 500 couverts avec ses annexes, 2 résidences d'une capacité de 600 lits chacune, et dans les universités de Maradi, Tawa et Zender, qui sont des grosses universités, des amphis de 1000 places, un amphi pour chaque université, etc., etc., avec des laboratoires, des bureaux. Nous cherchons des partenaires qui sont capables d'apporter leur argent, de financer, de réaliser et de nous permettre le temps de nous organiser pour payer. Et justement, le marché qui a fait un peu la une dans les journaux, c'est quelqu'un qui est venu avec son argent et qui ne se fera payer qu'à partir de 3 ans, et il nous donne 3 années encore. Ça veut dire qu'il sera payé dans 6 ans.
3 ans après la réalisation, on va commencer à le payer. Alors, la troisième condition était d'assurer la paix sociale sur le campus. La paix sociale, c'est quoi? C'est le paiement régulier des salaires et droits statutaires des enseignants-chercheurs, le paiement de la bourse pour les étudiants et de l'aide sociale. L'année passée, à ce que je sache, les salaires, c'est la première fois, il n'y a pas eu de gel. Les salaires ont été payés jusqu'à la fin de l'année. Tous les frais statutaires en souffrance avant notre arrivée ont été payés. Nous ne traînons aucun arriéré du côté statutaire. Pour les étudiants, il y a un gros problème de maîtrise d'abord des effectifs et il y a un problème d'adéquation. L'ANAB avait fait un budget de 18 milliards 500 millions. Le ministère des Finances a donné 15 milliards. Au 30 septembre, les 15 milliards ont été intégralement libérés. Mais mieux, c'est que le président de la République a fait l'effort pour compenser les 3 milliards 500 millions qui restaient. Tout a été payé. Mais chaque jour, c'est de nouvelles revendications qui sont présentées. Donc, et tout le monde peut le vérifier, l'année 2021-2022 s'est passée avec en tout cas une accalmie raisonnable. Et nous souhaitons que ce même effort soit poursuivi pour 2022-2023, dont nous venons de fixer le calendrier exact également. Un autre arrêté a été signé pour signifier la reprise à compter de demain, le 9 septembre 2022. Pour toutes les filières dont les semestres n'ont pas été achevés, on va leur donner jusqu'au 30 novembre pour achever. Les nouveaux bacheliers vont entrer le 1er octobre et l'année va continuer jusqu'au 31 juillet. Nous espérons, avec l'engagement de chacun, que le 31 juillet 2023, l'année scolaire 2022-2023 sera bloquée, sera plutôt bouclée, et qu'à partir de la rentrée 2023-2024, si Dieu nous prête vie, que les années académiques au Niger redeviennent normales. Merci.